Bonsoir à toutes et à tous, vous regardez Bienvenue en Ile-de-France sur le Figaro TV. Comme tous les jours, on ouvre cette émission avec une page de notre actualité. Notre dossier du jour est consacré aux maternités d'Ile-de-France après la publication du palmarès exclusif du Figaro sur les meilleurs établissements à Paris et dans notre région. Conditions d'accouchement, disponibilité du personnel, satisfaction des nouveaux parents, intervention complexe. L'occasion également d'aborder pour nous la fermeture de maternités sur notre territoire et le moratoire approuvé par l'Assemblée nationale face à la hausse de la mortalité infantile. On évoque tous ces sujets et on le fait dans une minute avec nos invités en plateau. De la culture avec une rétrospective consacrée à Christian Krogh et au peuple du Nord. Une immersion totale dans son travail engagé et dans la peinture norvégienne du début du XXe siècle. C'est au musée d'Orsay. C'est tout bon et on se régale avec le chef Bruno Doucet, amoureux de la gourmandise et d'une cuisine précise et de saison. Ça sera en fin d'émission. Le Figaro a sorti son palmarès exclusif des meilleures maternités à Paris et en Ile-de-France, classement de référence pour les futurs parents. L'occasion pour nous de vous parler de ces maternités qui frôlent l'excellence et qui proposent des conditions d'accouchement optimales. On va évidemment évoquer surtout le parcours de grossesse, le métier de sage-femme et bien sûr la question de la mortalité infantile. Et on commence tout de suite avec nos invités en plateau. Docteur Jessica Dansal, vous êtes chef du service maternité des Bluets, directrice médicale de l'hôpital Pierre-Rouquès. Merci beaucoup d'être avec nous. Cyril Vandelberg, vous êtes rédacteur en chef du service sciences et médecine au Figaro, et Sophie Guillaume, sage-femme, ancienne présidente du Collège des sages-femmes de France. Merci beaucoup à tous les trois d'être présents en plateau. Je vous propose qu'on commence par jeter un œil sur le classement et sur le top 5 des meilleures maternités d'Île-de-France, le classement du Figaro. Je précise que n'ont pu être comparées que les maternités qui ont accepté de communiquer un certain nombre d'informations, de données. Tout en haut de la liste, la maternité des Bluets dans le 12e arrondissement de Paris. Docteur Jessica Dansal, vous en êtes chef de service et directrice médicale. J'imagine que c'est pas une surprise et que cette excellence, on la cultive au quotidien. Est-ce que c'est quelque chose qui vous rassure de voir que le travail qui est mené en interne chez vous, eh bien, il paye ? Alors, nous rassure, je ne sais pas, parce que c'est un travail effectivement au quotidien qu'on renouvelle avec nos équipes. On essaye d'être en phase avec les attentes de nos patientes qui recherchent effectivement l'excellence. On essaye de les écouter, de les entendre et de les mettre en phase avec les recommandations des autorités savantes, de la Haute Autorité de Santé, des référentiels de soins. Et on essaye de mettre tout ça en pratique avec nos équipes. Alors évidemment, le Figaro a sélectionné un certain nombre de critères. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous au quotidien dans l'exercice de votre métier et donc dans ce qui se passe dans la maternité que vous dirigez? Alors ce qui est important pour nous, c'est effectivement de respecter les attentes des femmes, mais tout en respectant la sécurité médicale. Donc un exemple, ça va être de mettre en place une façon de faire avec nos sages-femmes qui vont être au plus près des patientes pour les accompagner au cours du travail, les aider à se déplacer, à bouger. Pour ça, on a par exemple l'utilisation d'une péridurale qu'on appelle déambulatoire, qui permet aux femmes d'être soulagées, de ne pas avoir de douleur, mais pour autant de pouvoir bouger et se déplacer. Et ça nous permet d'accompagner les femmes au plus près de la physiologie. Alors juste derrière, il y a les hôpitaux de Saint-Maurice dans le 94, l'hôpital des Diaconesses dans Paris. Ce qui a été pris en compte, Cyril Vandelberg, c'est la manière dont se déroule l'accouchement, la qualité du personnel, sa disponibilité aussi évidemment, les ateliers proposés, le taux de césarienne, d'épisiotomie également. Pourquoi est-ce qu'il faut prendre autant de données en compte quand on veut finalement noter, si on peut le dire, en tout cas classer les maternités? Alors, le classement, c'est un peu l'exercice impossible. C'est clair. En fait, là, le Figaro essaie de répondre aux couples qui vont donner naissance et qu'est-ce qu'ils recherchent. En fait, on essaie aussi à la fois d'avoir des critères qui sont objectifs sur la qualité des soins, parce que ça reste quand même la priorité. Bien sûr. Priorité numéro 1, c'est la santé de la maman et celui du bébé. On sait que toutes les maternités sur ce point sont pas égales. Après, il y a aussi des mères qui ont des attentes très particulières et ça, c'est souvent compliqué à prendre en compte. Je sais qu'il y a des maternités qui font attention à ces envies. Et puis parfois, on sait aussi qu'il y a certaines envies. On sait qu'il y a certaines mères qui ont peur de la médicalisation à outrance, pour qui le milieu hospitalier fait un peu peur. Donc il y a une certaine tentation qui est peut-être parfois un peu bobo, de revenir à l'accouchement à la maison. Et là, il faut revenir en fait sur les fondamentaux, qui est que l'accouchement, dans quelques cas très rares, ça peut mal se passer. Et dans ces cas-là,
il faut que le personnel soignant soit présent. Soit au rendez-vous. Il faut que l'équipement soit aussi disponible. Et là aussi, toutes les maternités sont pareilles. Et donc on revient à la qualité des soins. Et on revient à la qualité des soins. Vous avez raison. Et la sécurité, voilà. Sophie et Guillaume, dans votre exercice de métier de sage-femme, qu'est-ce qui vous paraît absolument majeur? Qu'est-ce que les femmes qui vont accoucher, qui ont accouché, vous disent? Quels sont leurs témoignages? Alors, je dirais les couples. Les couples, oui, vous avez raison, c'est évidemment. Même, dans cet accueil, alors il y a les mamans solo, hein, mais je crois que ce qui est fondamental, c'est de respecter leur projet de naissance. Il faut l'avoir discuté. Et on peut avoir un projet de naissance et puis toujours réévaluer. Il faut qu'il y ait confiance dans l'équipe qui va la prendre en charge. Et il arrive des moments où il ne va pas être respecté pour des altérations médicales, quelles qu'elles soient, ou du bébé, parce qu'on ne parle pas du tout des critères relatifs au nouveau-né. On parle césarienne, épisiotomie, il y a des critères aussi qualitatifs du nouveau-né qui n'apparaissent pas là. Donc voilà, et préparer en amont cette naissance, la partager avec l'équipe ou la structure, parce que quand on est des grosses équipes, on ne peut pas voir tout le monde, la partager et être sécuritaire, conforme aux bonnes pratiques. Vous avez parlé de projet de naissance. C'est quelque chose que vous prenez très à cœur dans votre établissement? Oui, tout à fait. Le projet de naissance... Il faut comprendre qu'aujourd'hui, quand les femmes tombent enceintes, elles s'intéressent à ce projet de naissance parce qu'on en parle beaucoup sur Internet, sur les réseaux. Ça veut dire quoi pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas ce que... En fin de compte, on le découvre quand on est enceinte et on n'en a pas forcément entendu parler avant. Alors qu'est-ce que c'est? Ça va être d'écrire, de mettre en place quelque chose en fonction de ce qu'on a comme attente autour de la naissance et de tout ce qui va entourer la naissance, c'est-à-dire avant et puis après avec le retour à la maison. Et concrètement pour nous en maternité, ça peut correspondre à des attentes qu'on va ou non respecter par rapport à ces enjeux médicaux et sécuritaires dont on vient de parler. Un exemple, on a la possibilité au Bluet d'accoucher dans l'eau. D'accord. C'est quelque chose qu'on peut dire, on peut s'attendre à avoir quelque chose d'un peu folklorique. En réalité, c'est quelque chose de très protocolisé, avec une sécurité continue, avec un monitoring continu, et seules certaines femmes peuvent y accéder. Pour des raisons médicales ? Exactement. C'est-à-dire qu'il faut, pour ça, rester dans une grossesse normale. Le bébé ne doit pas être trop gros, il ne doit pas être trop petit. La femme, bien sûr, n'a pas de péridurale quand elle est dans la baignoire. Qu'est-ce que ça change d'accoucher dans l'eau ? Alors, l'eau peut avoir des bienfaits, notamment sur la douleur, parce que ça va agir sur les récepteurs de la douleur, et on sait que du coup les femmes peuvent mieux gérer leur douleur et avoir un accouchement au plus proche du naturel. On peut aussi avoir la gestion en début de travail dans l'eau, dans la baignoire, et puis ensuite passer en phase active du travail, c'est-à-dire à partir de 5-6 cm sur une péridurale déambulatoire, et dans ce cas-là, en dehors de la baignoire. Donc ce qu'on comprend, c'est qu'il n'y a pas de cas unique finalement. Chaque cas est individuel et construit de manière intime et personnalisée avec les équipes soignantes, et finalement, il n'y a pas de règles. C'est ça. Et ce que je voulais revenir sur le projet de naissance, ce qui est important, c'est qu'il soit travaillé avec les équipes. Vous l'avez dit tout à l'heure, un projet de naissance, il va être annoncé à une structure, et avec la structure, avec les sages-femmes, avec les médecins, on va pouvoir l'adapter en fonction de la personne qu'on a en face de nous. Donc c'est un travail collégial. Et travailler. Si la femme, elle a un antécédent de césarienne, on ne va pas pouvoir faire le même projet de naissance qu'une femme qui a jamais accouché, par exemple. Sophie Guillaume, une réaction? Moi, je mettrais un petit bémol quand vous parlez d'équipe soignante. Je dirais que la maternité et le classement, la grossesse, enfin la naissance avec un grand N, ça commence de la conception, et vous avez parlé du postpartum jusqu'à l'après. La structure accouchement, c'est un épiphénomène. Et toute cette grossesse, il y a l'entretien prénatal précoce. Alors, soit on est une structure où on peut avoir tous les postes occupés, et c'est plus trop à l'ordre du jour. On travaille vraiment ce réseau ville-hôpital, parce que quand elle aura eu son beau bébé, tout 2 jours, 3 jours, peu importe, elle se retrouve à la maison toute seule. L'hôpital ne va pas à la maison.
peut y avoir l'hospitalisation à domicile. Donc il est important de travailler aussi le continuum entre l'avant et l'après. Et les sages-femmes sont des relais formidables finalement. Libérales, puisque les textes ont prévu de déclarer une sage-femme référente pour pouvoir être le relais. Donc elle va préparer avec. Et normalement, ces professionnels doivent se connaître avec la structure pour pas élaborer un projet de naissance qui ne va pas être adapté, comme ça vient d'être cité là sur l'utérus cicatriciel. Donc voilà, je pense qu'il est important aussi, quand on va dans une structure, de demander quel est son réseau ville-hôpital quand je serai près de chez moi, que mon bébé, je vais avoir des angoisses ou tout. Oui, l'accouchement n'est pas une fin en soi, il y a un après, il y a un retour à la maison, et là c'est important d'être bien suivi aussi. Je dirais que l'accouchement c'est le marathon. Un marathonien, il ne va jamais se mettre sur la ligne de départ sans s'être préparé. Préparé en amont. Et après, il a les pieds, il faut qu'il se répare aussi. Et ben quand on sort, voilà, il y a un bébé qu'on ne connaît pas. Vous avez raison de parler de. Donc c'est vraiment pour avoir discuté avec des sportifs de haut niveau, je pense que l'accouchement est un événement hyper intense. J'aime beaucoup parler en images parce que voilà, c'est ça, c'est la préparation. Et il y a trop de couples qui se préparent pas. Et vous avez parlé, on va voir sur Internet un projet de naissance. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Au secours. Au secours. C'est dangereux. Ça correspond à rien. Je crois qu'on parle d'une société où on veut mettre du sens. C'est quoi cette naissance? Et de mettre. Donc ça se prépare, ça se partage. Et il y en a qui voudront peut-être une césarienne programmée parce qu'elles ont des histoires. Particulière. Et encore une fois, là, c'est des trajectoires individuelles et uniques, évidemment, vous avez raison. Il y a le temps de l'entretien prénatal précoce, il y a le suivi de la grossesse, et puis il y a la rencontre avec l'équipe. Et si on n'est pas en accord, ça ne marche pas bien. Là, ça fonctionne pas bien. D'où l'importance de travailler ces réseaux. De communiquer et de partager. Me semble-t-il. Cyril Van Lerberghe, on parle souvent dans l'émission de l'accès aux soins, de l'Île-de-France comme un désert médical, du manque de personnel soignant. Est-ce que c'est le cas aussi quand on évoque les naissances? Est-ce qu'on a assez de sages-femmes sur le territoire? Est-ce qu'on a assez de personnel? Je voulais évidemment vous relancer aussi sur la question, puisque votre personnel est parmi les mieux notés de France. Donc on y reviendra évidemment. Est-ce qu'on est bien doté? Est-ce qu'on a suffisamment de moyens humains en fait? Pour les maternités, honnêtement, je ne sais pas du tout. Pour l'Île-de-France, je ne sais pas. Alors, je sais que c'est assez inégal. D'accord, ça dépend des départements, ça dépend des établissements. J'ai travaillé 7 ans à Saint-Denis et il y avait une vraie carence en professionnels de santé en libéral, de sages-femmes libérales, de gynéco, et l'hôpital de La Fontaine dans lequel je travaillais regroupait l'ensemble de l'offre de soins de Saint-Denis. Donc c'était très concentré. Très concentré. Là, maintenant, en étant Paris 12e, c'est sûr qu'on a beaucoup plus de facilité à avoir des professionnels. C'est pas non plus la même patientèle, c'est certain. Mais je pense qu'en Île-de-France, il y a une grosse hétérogénéité avec effectivement des déserts médicaux dans certains départements et puis d'autres. Puis des départements qui sont moins bien lotis que d'autres, on peut le dire. Ouais. On peut le dire. En qualité de sage-femme, j'ai demandé à mes collègues, j'ai fait un petit sondage hier soir, il y a eu une grosse carence dans les structures hospitalières de sages-femmes. Je ne parle pas des gynéco-obstétriciens. Là, c'est en train, 2025, on arrive, il y a quelques structures dans le 93, qui a encore du mal, plutôt Bondy, on m'a dit qu'il y avait du mal encore à avoir ses effectifs, mais parce que ce soit la Necker, des structures intramuros, il y a eu un moment où il y a eu une difficulté comme partout. Là, on est en train de retrouver, même mieux, s'améliorer. Donc c'est qu'il y a une attractivité sur ces métiers aussi. Qu'on est dans de l'amélioration. Ok. Une question sur la manière dont justement on gère son personnel. Est-ce que chouchouter ces soignants, s'occuper d'eux, leur proposer un parcours professionnel qui a du sens? Je reprends la terminologie que vous utilisiez tout à l'heure. Est-ce que c'est aussi important pour derrière les parents, puisqu'on parle évidemment d'une maman qui va accoucher et puis d'un papa qui est présent? Est-ce que ça aussi c'est important, ça compte? C'est indispensable. Une maternité ne peut pas fonctionner sans une équipe de sages-femmes, d'anesthésistes, d'obstétriciens, de pédiatres en nombre suffisant, tout simplement parce qu'on en a besoin 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et pour avoir une équipe complète, il y a besoin, comme vous dites, de les chouchouter. Alors les chouchouter, c'est... c'est pas le monde des bisounours non plus, évidemment. Non, c'est
plutôt avoir une direction qui soutient l'organisation et qui va passer par avoir des développements d'activités qui va être autour de leur cœur de métier. Je donne un exemple. Les sages-femmes, elles sont diplômées, elles commencent en général leur carrière par un passage en salle de naissance, mais aujourd'hui, les sages-femmes ne se contentent pas de vouloir faire des accouchements en salle de naissance et elles développent une autre activité. Donc ça va être des consultations de gynécologie, ça va être la participation à l'activité d'orthogénie. Donc elles font aujourd'hui des IVG, que ce soit des IVG médicaux et même des IVG au bloc opératoire. Elles font des consultations spécialisées du type acupuncture, tabacologie. Alors justement, elles vont se former. Ça, c'est un sujet que je trouve passionnant, ces ateliers, c'est tout ce qui va pouvoir se greffer à la prise en charge globale de la maman et du bébé. On le voit, Cyril, de plus en plus, les mamans sont accompagnées, et c'est tant mieux, par des psys, par des kinés, par des conseillers en lactation, par des ostéos, par des diététiciens, des diététiciennes. Elles ont une pratique sportive qui leur est proposée. Ça peut être du yoga, ça peut être du sport plus intense aussi, des sexologues, de l'acupuncture, de l'autonomie, de l'hypnose. Finalement, il y a tout un écosystème médical et paramédical qui entoure aussi la maternité. Il y a énormément de choses dans ce que vous avez décrit et je pense que tout n'est pas au même niveau, mais il y a quand même un énorme progrès. C'est qu'il n'y a encore pas si longtemps, le seul relais pour une mère qui allait accoucher, c'était sa propre mère. Et qu'il y avait, en fait, j'ai encore vu il n'y a pas très longtemps, des témoignages de femmes pas si âgées que ça qui racontent qu'elles sont arrivées à moment de l'accouchement. Enfin, c'était un peu une plongée dans l'inconnu. Le grand point d'interrogation. Oui, et c'est encore plus vrai sur ce que disait tout à l'heure. Il faut aussi penser à l'après, c'est-à-dire que la sortie de la maternité, on arrive avec son bébé en couple, la fatigue s'est installée, il n'y a plus les personnes pour vous aider. Et là, il faut aussi y être préparé, en fait. Il faut être préparé à la fois en couple et personnellement sur qu'est-ce que ça veut dire d'être parent en termes de charge, de fatigue. Et voilà, donc tous ces accompagnements, ils sont... encore une fois, je ne les mettrai pas du tout sur le même niveau en termes d'importance. Mais pour moi, c'est les vrais progrès. Mais savoir que ça existe aussi... Oui. Quand on parlait tout à l'heure de construire un projet de naissance, certains couples, certaines futures mamans peuvent identifier des besoins, encore une fois, qui leur sont propres et qui les regardent. Et bien sûr, qui les regardent, mais après, il faut le partager pour pouvoir les accompagner, qu'elles ne déclenchent pas. On parle beaucoup de la dépression. Postpartum, par exemple ? Oui, mais elle s'installe en prénatal. D'accord. C'est aussi ça. C'est-à-dire qu'on a des grilles par rapport, les grilles de vulnérabilité par rapport à leurs troubles du sommeil, des angoisses, des pleurs, des besoins. Donc on va pouvoir faire un accompagnement avec une psychologue si nécessaire. La grossesse, elle fait remonter énormément d'émotions. Je pense à un domaine dans lequel je m'investis beaucoup plus maintenant, qui sont les violences faites aux femmes. Si vous avez été victime d'agressions sexuelles où vous n'avez rien dit parce que ça s'est passé comme ça... Ça peut être un moment où tout ressort. Il y a beaucoup de choses qui ressortent, des histoires familiales, plein de choses. Donc c'est important de pouvoir là les faire sortir, de les travailler avec eux pour que justement elles puissent accueillir un bébé, ils puissent accueillir un bébé le plus sereinement possible et peut-être être suivis. Alors ça ne veut pas dire que tout le monde, mais quand on cherche, on trouve beaucoup et la vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais c'est impressionnant. Il y a aussi tout le problème qui est toute la précarité. Bien sûr, précarité on y reviendra, on parlera évidemment. Tout ce qui est autour de la toxicomanie. Je ne sais pas, docteur, ce que vous avez, mais... et ça, c'est dans toutes les classes sociales. On parlera évidemment de la mortalité infantile dans un instant. J'aimerais quand même qu'on rebondisse sur ce sujet qui est hyper important, ce sujet du postpartum. Vous avez dit, finalement, on peut peut-être pas éviter, mais dans certains cas, éviter en tout cas une dépression postpartum si on s'y prend bien, et même dans la période prénatale, en accompagnant ces jeunes parents, les mamans également, évidemment, au premier chef. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez comme étant de plus en plus important dans aussi le parcours, finalement, d'accompagnement de ces jeunes parents ? Absolument, absolument. Et je pense que c'est effectivement
important de s'y arrêter quelques instants, puisque c'est vrai que on en parle beaucoup dans nos milieux de la périnatalité. Je ne sais pas si on en parle tant que ça sur le grand public, et j'en profite pour le dire. La dernière enquête sur les mortalités maternelles a fait quand même a montré que la première cause de décès des mères dans les suites de l'accouchement, c'était quand même le suicide. Donc ça, c'est quand même important. C'est une donnée extrêmement inquiétante. C'est une donnée inquiétante, importante à prendre en compte dans la prise en charge de ces femmes et de ces couples au cours de la grossesse, de l'accouchement et du postpartum, que ce soit à l'hôpital et en ville. Alors c'est vrai, on va essayer de faire un maillage, une façon de prendre en charge ces couples pour essayer de détecter tous les petits signaux qui vont nous alerter. Ça peut être en consultation de suivi, ça peut être avec un anesthésiste, ça peut être en atelier de préparation à l'accouchement, où on va repérer. Plus on est suivi et mieux on est suivi, plus on peut détecter aussi ces signaux dont vous parlez. Et ensuite, on va essayer d'adapter le suivi et l'accompagnement, que ce soit avec des psychologues, voire même avec des psychiatres, de faire un lien entre le suivi que la personne avait potentiellement en ville et l'hôpital, pour apporter le plus d'accompagnement possible, à la fois pendant la grossesse et effectivement postpartum, le temps qu'il faut. Vous venez de mentionner un chiffre important, Cyril Van Lerberghe, 2 chiffres très importants qui concernent la baisse du nombre de maternités et d'autre part la mortalité infantile. D'un côté, le nombre de maternités, 464 maternités françaises qui émaillent le territoire aujourd'hui. En 1975, on en comptait encore 1369. Et d'autre part, ces chiffres de la mortalité infantile qui ne cessent d'augmenter depuis 2020. Un enfant sur 250 meurt avant l'âge d'1 an en France en 2024 et la France est 23e sur 27 en matière de mortalité infantile. Est-ce qu'il y a des raisons de penser qu'il y a un lien à faire entre ces 2 données? Est-ce qu'on doit s'inquiéter que la mortalité infantile progresse autant et continue de progresser alors qu'on est dans un pays qui a un très bel accès aux soins par ailleurs? En fait, le sujet de la hausse de la mortalité, de la mortalité infantile, qui est vraiment un facteur inquiétant, parce qu'on met fin en fait à des décennies et des décennies de progrès sur ce point. Et donc là, c'est un retour en arrière qui fait effectivement que la France est l'un des pays européens les moins bien classés maintenant. Alors c'est un sujet complexe qui est multifactoriel, mais il y a le relier directement au nombre de maternités, je pense que c'est hyper casse-gueule. Enfin, franchement, et parce qu'en fait là, on est dans un sujet qui est un peu contre-intuitif. C'est ce qu'ont décidé de faire les députés à l'Assemblée nationale. Alors voilà, moi j'ai pas compris cette idée d'un moratoire sur la fermeture des petites maternités. Parce qu'en fait, il y a une demande qui est à la fois... le sujet est hyper complexe, parce qu'une maternité, vous le savez sûrement mieux que moi, quand elle est trop petite, quand il n'y a plus assez d'actes, c'est là où justement il peut y avoir un risque pour les femmes qui accouchent, dans des conditions qui sont un peu plus compliquées qu'on pourrait imaginer. Donc, oui, ce moratoire, combien il y avait de députés à l'Assemblée pour le voter? Très peu, trop peu. Voilà, qui avaient tous des intérêts peut-être. Donc je pense que c'est un scandale, ce moratoire, c'est une ineptie que des politiques se soient permis ça sans être accompagnés avec des professionnels, des experts de l'obstétrique, de l'anesthésie-réanimation, de la pédiatrie. Vous auriez aimé être autour de la table pour en discuter? Enfin, je veux dire, bon, voilà. Ça paraît évident. Ça fait très longtemps qu'on sollicite nos ministères respectifs pour retravailler ces fameux décrets de périnatalité qui étaient là du siècle dernier. Je pense qu'on était... parce que des fois on va dire les professionnels s'entendent pas. Vous étiez alignés. On était alignés pour redéfinir ça. Et oui, il faut fermer des petites maternités, bien sûr, parce que c'est pas le tout d'avoir des tableaux de garde remplis. Alors, l'Île-de-France a à peu près des équipes, je dis à peu près, mais on va dire solides, des noyaux solides. Mais là, ce moratoire, c'est pour la France, quand vous dites 460. C'est un moratoire national, tout à fait. Donc, il y a des structures où on ne connaît pas le médecin qui va arriver. La sécurité, c'est aussi, et vous avez parlé de la qualité d'une équipe qui se connaît, on définit des procédures, on a un cap, une vision. Donc c'est maintenir des maternités avec... C'est un non-sens. C'est un non-sens, il y a la pratique. Et la néonatologie, les lits parce qu'on parle de la maternité, mais c'est mortalité, je pense que vous pourriez avoir des experts de la néonate, c'est tous ces lits de réanimation néonatale, néonatologie, qui sont insuffisants sur le territoire ou mal répartis dans d'autres... Donc il y a un travail à faire, mais ce n'était pas de faire un moratoire avec cette suspension de fermeture.
Et puis la naissance, la diminution du nombre de naissances, on a passé la barre en dessous des 700 000 naissances. Ça vous inquiète ? Bah bien sûr, c'est inquiétant. Bon, après, c'est un autre débat. C'est un sujet de société, tout à fait. Pour parler de l'organisation et des structures, on était à 820 000 naissances, donc c'est quand même 130 000 naissances par an en moins. Alors, c'est pas du jour au lendemain, mais là, par rapport, je crois, à 2005, on a diminué de 130 000 naissances annuelles. Ça pose des questions. Donc ça fait beaucoup de maternités. Ça fait beaucoup de maternités. Voilà. Et c'est un sujet qui a été évoqué au Conseil de Paris le 5 juin. J'aimerais qu'on écoute les propos de Farida Kerboua, elle est conseillère LR de Paris. 4 bébés sur 1000 décèdent avant leur premier anniversaire en France. Nous, Parisiens, sommes d'autant plus concernés que ce taux est 10% plus élevé dans notre région que sur le reste du territoire. Il témoigne d'une situation dramatique et il est de notre devoir d'agir à toutes les échelles pour endiguer ce phénomène. Car les causes de cette mortalité sont multiples, structurelles et souvent liées à la précarité. L'accès inégal aux soins, le manque de médecins spécialisés en pédiatrie et en périnatalité, les conditions de vie défavorables, l'isolement des familles, particulièrement dans les quartiers populaires, toutes ces raisons expliquent la situation à laquelle nous faisons face. Une réaction, Cyril Van Lerberghe, au mot de la conseillère? Je n'ai pas une réaction, mais j'ai justement une question intervenante. Est-ce que vous savez pourquoi justement en Ile-de-France la situation est pire que dans le reste du... Je crois qu'il y a une question sur les temps de déplacement. Alors oui, je pense qu'il y a deux choses. D'abord, en Ile-de-France, on prend en compte les départements défavorisés. Hein. Je relance sur le 93 qui reste un département extrêmement défavorisé et où la mortalité infantile, je pense, a un taux bien plus élevé. Et effectivement, on a des situations l'hiver où on a, comme le disait ma collègue, un certain nombre de lits de réanimation qui sont fermés avec du coup une nécessité d'effectuer des transferts même parfois interrégions. Hein. On est parfois amené à transférer des femmes enceintes en dehors de la région parce qu'il n'y a pas de place dans les réanimations parisiennes ou Île-de-France. Et ça crée une perte de chance parce qu'il y a un risque que l'enfant naît ce qu'on appelle outbound, c'est-à-dire en dehors d'une structure qui permet de le prendre en charge avec des soins adaptés, et ça augmente le risque de mortalité. Donc oui, en effet, en Île-de-France, on a des situations de tension en néonatologie, en réanimation néonatale, qui sont élevées et qui sont concrets, surtout dans les périodes de tension hivernale. Mais c'est un problème d'organisation ou un problème de moyens? Je dirais qu'il y a surtout un problème de lit, de place, parce que l'organisation, elle est quand même plutôt rodée. On a une structure en Île-de-France avec ce qu'on appelle une cellule qui va gérer les transferts des femmes enceintes pour les transférer dans une maternité de type adapté. Mais cette cellule, si elle n'a pas de lit d'aval, d'endroit où on peut amener la patiente, la cellule ne peut rien faire et ça arrive. Moi, pour être dans une maternité de type 1 où on n'accouche pas les femmes en dessous de 35 semaines, ça arrive très régulièrement qu'on garde des patientes hospitalisées chez nous parce qu'on ne peut les transférer nulle part ailleurs. Et si un enfant né à 28 semaines, 29 semaines dans notre maternité, il a beaucoup moins de chances que s'il était né dans une maternité de type 2 ou de type 3. Alors, il y a aussi des ressources humaines qui permettent des fois de ne pas ouvrir tous les lits de réanimation néonatale. Pédiatres, ils sont quand même en crise, et des infirmières de ces services. Voilà, ça arrive aussi. Est-ce que la question de l'âge est un problème? On sait que les femmes ont des enfants de plus en plus tard, c'est vrai, notamment à Paris et dans la région. Est-ce que ça peut aussi jouer sur la mortalité infantile? Oui, sur la mortalité infantile. Alors, je ne sais pas directement, je ne suis pas pédiatre, donc oui, il y a peut-être pas de lien, mais en tout cas, facteurs de risque. C'est un facteur à risque. C'est un facteur de risque de grossesse à risque et de plus grosses complications au niveau de la grossesse, c'est certain. Ensuite, sur l'enfant, indirectement, je ne saurais pas répondre, je ne pense pas. Mais... Alors, après, les risques, ils sont psychologiques parfois, Et il peut y avoir des risques de maltraitance aussi qui arrivent parce que là aussi, c'est pas un enfant. Le slogan "un enfant quand je veux", mais il y a toutes ces limites. Donc oui, c'est des facteurs de risque. Mais c'est pas. Il faut pas faire un focus là-dessus. Oui, on fait pas le focus sur l'âge, évidemment. C'est plurifactoriel. Après, il y a les grossesses GMLR sont
un peu plus compliquée elle aussi. Maîtrisée, mais c'est un ensemble. Ce que je constate, c'est qu'on pourrait évoquer et continuer à parler de ce sujet pendant des heures, puisqu'il est passionnant et qui, derrière, on peut tirer des ficelles de bien d'autres sujets concernant l'accès aux soins, évidemment. Merci beaucoup d'avoir commencé déjà à en discuter avec nous sur le plateau de Bienvenue en Ile-de-France. Et je suis sûre qu'on aura d'autres occasions de continuer à creuser ce sujet. Un grand merci à tous les trois et on passe tout de suite à l'entretien culture. Le musée d'Orsay consacre une exposition événement à Christian Krog, peintre, journaliste et intellectuel engagé. Il est connu pour avoir retranscrit dans son travail les grands débats de société de son temps en mettant la focale sur les plus vulnérables. C'est justement au cœur de cette exposition intitulée « Le peuple du Nord » qui clôt une série sur l'art norvégien du XXe siècle. C'est aussi, et c'est important de le préciser, la première rétrospective qui lui est consacrée en dehors de la Scandinavie. On va en parler avec Servan Darniès de Vitry. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes commissaire de cette exposition. Vous avez apporté, je crois, le guide de l'expo, l'album finalement, le catalogue qui retrace évidemment les œuvres et donc derrière aussi le parcours de l'exposition, on va en parler longuement. Munch disait de Christian Krog qu'il était le seul peintre capable de descendre de son trône et d'éprouver de la compassion sincère pour ses modèles. Est-ce que c'est un marqueur important de son œuvre ? Oui, tout à fait. La compassion, c'est un des mots-clés de son œuvre. C'est un artiste qui s'est beaucoup plus intéressé à l'humain qu'au paysage. Mais alors, c'est pas très courant pour un artiste nordique. En tout cas, depuis la France, on pense souvent paysage, fjord, quand on pense à la Norvège. Et Christian Krog, au contraire, s'est intéressé vraiment au peuple, aux personnes qu'il rencontrait, et beaucoup aux personnes qui souffraient. Donc il y a une grande humanité dans ces tableaux. Et c'est aussi pour ça qu'on le compare à Zola, un Zola norvégien. Est-ce que c'est juste dans cette manière aussi d'aborder la vulnérabilité, une facette aussi moins reluisante de la société? On ne montre pas que du beau, en tout cas l'artiste n'est pas là pour ça. C'est aussi un grand empathique. Est-ce que dans finalement cette fresque sociale qu'il nous propose, dans ses œuvres, on peut y trouver un peu de Zola? Oui, c'était un artiste vraiment inspiré par Zola, par Maupassant aussi. Il lisait ces écrivains français qui étaient d'ailleurs lus en Norvège à l'époque. Et on appelle en fait cette période le naturalisme. Donc en littérature, on parle de naturalisme littéraire. Il existe aussi en Norvège avec des écrivains et des dramaturges comme Henrik Ibsen, August Strindberg. C'est des noms qu'on connaît un petit peu en France. On ne connaissait pas du tout encore le nom de Christian Krog. Est-ce qu'il est injustement connu en France, en dehors en tout cas des pays scandinaves? En fait, oui, il n'a jamais bénéficié d'exposition en dehors de la Scandinavie, alors qu'en Norvège, c'est vraiment une référence absolue avec Munch. Alors, bien sûr, Munch, on le connaît. D'ailleurs, Krog était le maître de Munch. D'accord. Donc voilà, Munch était son élève et il n'a jamais bénéficié d'exposition ni aux États-Unis ni ailleurs en Europe. Donc c'est une première au musée d'Orsay et les visiteurs sont très enthousiastes de découvrir cet artiste. Alors vous présentez 64 œuvres, dont 56 peintures, 3 œuvres d'art graphique. Pour nous le raconter, vous avez privilégié un parcours thématique. Et j'aimerais qu'on commence peut-être juste à dire quelques mots de l'homme. Il était journaliste, il était intellectuel, il était artiste, engagé. Qui était-il ? Alors il était un peu le leader de ce qu'on a appelé la bohème de Christiania. Christiania, c'est le nom d'Oslo. C'est aussi d'ailleurs un thème que vous abordez dans le cadre du parcours d'exposition. Oui, tout à fait. Et pour présenter un petit peu ce cercle d'artistes et d'intellectuels qui étaient bohèmes et qui avaient pour but un peu de casser les codes, voilà, casser les carcans de leur société. Ils étaient issus de la bourgeoisie, mais ils sentaient que c'était une société qui était avec trop de carcans, trop hypocrite sur certains points de vue, et en particulier un des sujets qui va intéresser Krog, c'est le traitement des femmes, et en particulier le traitement de la prostitution à Oslo à l'époque. Je me suis noté cette phrase très belle. Cette génération sentait que quelque chose ne tournait pas rond dans la grande machine de l'existence. Oui. C'est un peu mettre la focale finalement sur ce qui ne fonctionne pas, essayer de comprendre comment derrière on peut en tirer du progrès social, du progrès humain. Oui, c'est une phrase d'un critique danois qui a beaucoup inspiré tous ces artistes et qui leur disait en fait il faut cesser de s'intéresser au folklore, au paysage justement, mais se tourner vers la société telle qu'elle est avec tous ses problèmes. Et il disait une autre formule intéressante, c'était mettre les choses en débat. Et donc l'idée de Krog dans sa questionner. Et donc l'idée de Krog dans sa peinture, c'est vraiment de s'engager
pour faire avancer la société. Donc c'est un art engagé. On appelle ça en histoire de l'art un art social. Et il a effectivement été vraiment un des représentants de l'art social en Norvège. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il a aussi beaucoup voyagé, ce qui lui a permis de rencontrer d'autres artistes, de dialoguer avec eux. Il a emprunté à Courbet son inspiration sociale, a mané sa manière d'impliquer l'observateur dans l'œuvre, dans le tableau. Et à Caillebotte, ses cadrages audacieux, c'est le premier thème finalement que vous abordez dans le parcours de l'exposition. Son obsession pour le cadrage, capturer des moments de vie qui peuvent paraître presque volé, il n'y a pas de perspective, il y a de la proximité avec les sujets et c'est ce qu'on peut voir par exemple dans ces tableaux de marins qui montrent des personnages en action. C'est vraiment le personnage, cette relation d'intimité qui se crée, qui est au centre du tableau. Oui, il a vraiment voulu créer de l'empathie chez le spectateur et donc pour susciter l'empathie du spectateur, sa théorie c'est de dire il faut l'impliquer presque physiquement avec son corps dans l'image. Voilà, l'idée c'est de... Voilà, on y est, comme une caméra embarquée. Moi, j'aime beaucoup le tableau Attention devant le port de Bergen, où vraiment on a cette impression d'être dedans, d'être embarqué finalement presque dans une aventure. C'est un tableau qui est très inspiré de Caillebotte. On a la partie de bateau au musée d'Orsay qui a le même cadrage, la même position du spectateur par rapport au sujet. Et effectivement, Krog disait il faut peindre avec une distance raccourcie. Donc, comme si on se situait vraiment tout près, tout contre son sujet de tableau. Et ça, effectivement, on commence l'exposition par cet aspect-là des choses pour que le visiteur puisse ensuite, ayant compris comment Krog peint, repérer dans toute l'exposition cette manière d'impliquer le spectateur dans l'image. Et on continue à le voir évidemment dans la seconde partie qui est plus consacrée à ce courant que vous nous avez présenté, la Bohème de Christiana, un petit cercle d'artistes qui bousculent les normes avec des idées qui sont très radicales, en tout cas très radicales pour l'époque. L'idée derrière, c'est d'aboutir à du progrès social. C'est une fresque très réaliste du temps. Ça évoque des sujets qui sont peu traités, vous l'avez dit, la prostitution, le respect de la place des femmes dans la société, la religion, la pauvreté urbaine. Ça donne quoi chez un artiste? Est-ce qu'on arrive, c'est là où toute la question est intéressante, à trouver du beau, à créer du beau dans des sujets qui sont ceux de la misère sociale, de la misère humaine? Alors au départ, pour les critiques et pour le public qui allait voir les tableaux de Krog, ça plaisait pas du tout. Au contraire, on lui reprochait de faire des tableaux laids. Et en fait, c'était un public qui était plutôt habitué justement à l'art du paysage et qui va se retrouver face à des œuvres qui traitent de l'alcoolisme, de la misère sociale, de la maladie. Il y a un très très beau portrait d'une jeune fille atteinte de tuberculose qui est très poignant, très touchant parce que on est face à cette figure de la mort en fait qui arrive et voilà, l'idée c'était aussi de choquer pour alors il y a une phrase que j'aime beaucoup de Krog qui exhortait les artistes de son temps. Il a fait des conférences où il leur expliquait vous devez peindre de manière à émouvoir, réjouir, scandaliser ou toucher le public de la même manière que vous-même vous avez été ému, réjoui, scandalisé ou touché. Donc l'idée c'est que l'art est comme un médiateur, un passeur entre quelque chose qui a vraiment touché l'artiste. Donc l'idée c'est de peindre avec ses tripes, si j'ose dire, de vraiment être touché par ce qu'on peint. Est-ce que ressent celui qui regarde le tableau ressent celui qui peint le tableau jusqu'à nous en fait. Donc il y a vraiment cette idée de passage par l'œuvre d'art et c'est un petit peu ça, toute l'esthétique de Krog est dans cette phrase. Ce qui est peut-être un peu plus surprenant, c'est qu'il a aussi décidé de faire des portraits de personnalités de la vie culturelle scandinave. Je pense au peintre Gerhard Munthe, je ne sais pas si je le dis correctement. Munthe. Là, on sent que parfois, il s'éloigne aussi un petit peu de... Je ne sais pas comment vous l'expliquez, comment vous nous le racontez, mais on a l'impression que c'est aussi évidemment des scènes de vie, ça dit évidemment quelque chose d'une époque, mais c'est encore différent. Oui, alors il est effectivement un très bon portraitiste et le portrait, c'est aussi une manière de gagner sa vie. Hein. On fait des portraits quand on reçoit des commandes et donc voilà, c'est parfois un petit peu plus facile à vendre qu'un grand tableau sur la prostitution qui fait 3 mètres de long. Et donc le genre du portrait a aussi cet intérêt-là. Et Krog a beaucoup peint en fait les artistes qu'il côtoyait. Il a peint les artistes d'Oslo, il a donc effectivement ce Gerhard Munthe, et puis tous les membres de la Bohème, qui permet dans l'exposition de montrer un petit peu quel était son cercle d'amis proches. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on se rend compte finalement que cet art social a eu d'importantes conséquences sur la société scandinave. Comment ça a été
Alors effectivement, alors en fait, ce qui est peut-être important à dire, c'est que Krog était aussi écrivain. Oui. Il a écrit un roman qui s'appelle Albertine. Tout à fait. Et qui a fait scandale et il en a fait un grand tableau. Qui lui aussi a fait scandale. Lui aussi a fait scandale. Mais du coup, le scandale du livre, c'est l'effet stressant. En fait, on a envie de cacher un livre parce qu'il est dangereux. Et en fait, et finalement, du coup, il y a eu des manifestations pour la liberté d'expression, pour défendre Krog. C'est génial. Voilà, vraiment tout un engouement autour du livre. Qu'est-ce qu'il racontait dans ce roman, Albertine ? Et en fait, c'était l'histoire d'une jeune femme pauvre, des quartiers pauvres de la ville, qui est couturière, qui a un père alcoolique, une mère malade. Enfin, vous voyez l'ambiance. On est vraiment dans la noirceur. L'ambiance un peu Zola, du livre. Et en fait, qui va être donc c'est assez, c'est vraiment cru et dur comme livre. Le tableau est moins cru, c'est-à-dire que visuellement, c'est pas du tout. Il n'y a pas de scène dure à voir. En revanche, dans le livre, en fait, elle va être violée par un agent de police et on va pas la croire, non ? Non, en fait, elle va être convoquée le lendemain de cet épisode au bureau de police pour subir un examen gynécologique, l'examen que devaient subir toutes les prostituées à l'époque pour éviter que les maladies vénériennes se transmettent. Voilà. Et donc, en fait, elle est doublement humiliée parce qu'elle est d'abord agressée. Et ensuite, on va l'enregistrer comme si elle était prostituée, alors qu'elle ne l'est pas. Et là, on voit encore son engagement incroyable. Exactement. Et en fait, comme le tableau fait scandale, il va se défendre. Il va y avoir un procès. Il va être défendu aussi par. Il va être considéré en fait comme un héros. Qu'on découvre à l'image. Oui, voilà. Il va être considéré comme un héros national pour avoir pris la défense des prostituées et des femmes. Vous terminez avec une séquence sur la famille. Il va rencontrer les habitants de Skagen, c'est au nord du Danemark, et il va tomber en amour d'une famille de pêcheurs qui vivent à 3 générations sous le même toit. Qu'est-ce que ça nous dit de lui, finalement, de ce rapport aussi aux relations intrafamiliales, à la famille? Qu'est-ce que ça dit de son intimité, finalement? C'est quelque chose qui m'a beaucoup passionnée parce qu'on avait cette image de Krog bohème, libertaire, qui a une histoire personnelle, a priori très, très libre, avec Oda Krog, qui est également peintre. Et en fait, on voit qu'il peint Oda toujours dans un rôle d'une personne qui apporte du soin, un rôle très doux en fait, une vision très douce de la maternité. Et puis cette famille donc de pêcheurs de Skagen, il va faire à peu près 40 tableaux de la même famille. C'est aussi un artiste qui s'intéresse au rapport de soins au sein de la famille. Donc le grand-père qui va bercer son petit-fils, la mère qui va tresser les cheveux de sa fille. On est dans une très grande intimité, on est très proche des personnages et de ces scènes de vie. Voilà, c'est le fil rouge de l'exposition. Est-ce qu'il faut être un connaisseur de ces courants ou de la peinture scandinave pour apprécier le travail de Krog? Alors au contraire, vraiment pas du tout. Je crois qu'il est très universel. Il parle aussi de l'époque, mais aussi d'aujourd'hui. Enfin, il peut encore nous parler aujourd'hui. Et il n'y a pas tellement besoin d'avoir toute une culture de ce qui est avant, ce qui est après. On peut le découvrir comme ça. Et apprécier sa sincérité aussi qui est dans toutes ses œuvres. Apprécier sa sincérité, apprécier ses cadrages, sa manière de composer l'image. D'ailleurs, on a un petit atelier au sein de l'exposition de dessin qui plaît beaucoup aux enfants pour pouvoir justement expérimenter cette question du cadrage. Et puis, une dernière chose peut-être à dire pour donner envie d'aller voir l'exposition, c'est qu'il fait frais dans les expositions. Alors là, je ne m'y attendais pas du tout, mais vous avez raison, c'est un argument comme un autre. Voilà, quand une vague de chaleur arrive, on se réfugie au musée, on boit de l'eau et on va au musée. Voilà. Vous savez, alors là, et on est à une vie absolument saine. Et on se cultive en découvrant par exemple le peintre Christian Krog. Et en lisant le catalogue. L'exposition que vous nous avez amenée, c'est au musée d'Orsay. On vous y donne donc rendez-vous ce week-end évidemment. Merci beaucoup d'être venu nous en parler dans l'entretien culture. Et on passe tout de suite à la gastronomie avec C'est tout bon. Aujourd'hui, dans C'est tout bon, on vous propose une rencontre forcément gourmande avec un chef qui cuisine avec le cœur, patron et chef de la Régalade ainsi que du Relais Saint-Germain. Il propose une cuisine bistronomique aboutie et sincère qui retrace le meilleur de la gastronomie et de la cuisine parisienne. C'est un vrai fou de cuisine, également auteur de Cuisiner la viande sauvage, je pense évidemment, et je parle bien sûr de Bruno Doucet. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci, bonjour. On est ravis de vous recevoir. Avant de parler de votre cuisine, de vos établissements, de votre quotidien, j'ai envie de comprendre ce qui vous a donné envie d'être cuisinier. Est-ce qu'il y a un souvenir d'enfant, un déclic? Quand est-ce que vous vous êtes dit que c'était fait pour vous?
En fait, au moment où je me suis aperçu que j'étais pas assez bon en maths pour faire de l'astronomie de mon métier. C'est ce que je voulais faire. Je voulais être astronome. Okay. Mais bon, et à un moment donné, avec un 12 de moyenne en maths en 3e, j'ai dit ça va pas le faire. Revoir les plans. Je vais revoir mes plans et j'ai toujours aimé cuisiner. Je viens d'une famille où on cuisine beaucoup, on chasse. Mes grands-parents étaient en ferme. Donc ça fait partie quand même de votre univers et ça a baigné votre enfance. Voilà, on parlait pas d'ADN à l'époque parce que c'était il y a 35 ans, mais en tout cas c'est dans vos gènes. Mais c'est dans nos gènes, voilà, c'est ça. Ça reste comme dans mon ADN. Est-ce qu'il y a un souvenir d'un plat de famille, un plat d'enfant qui a continué à vous marquer en tant que cuisinier? Oui, il y a alors que je fais de temps en temps en période, parce qu'on essaie de travailler que les produits de saison. Bien sûr. C'est les tomates farcies de ma grand-mère. Ça peut faire. Vous savez que j'en ai mangé ce midi. C'est vrai, mais c'était pas celle de ma grand-mère. Non, bah non. Alors ça, je veux bien. Non, parce qu'en fait, il n'y a pas de viande dans celle-là. D'accord. Elle les fait comment? Elle les faisait, parce que malheureusement elle n'est plus de ce monde, mais elle les faisait à l'époque des tomates au mois de fin août, début septembre, elle a récupéré, et elle faisait une farce à base de mie de pain, d'ail, de persil, d'oseille, que de l'herbe, que des herbes. Très herbacées donc. Un petit peu aillé, voilà, du beurre, bien entendu, et elle creusait ses tomates par le chapeau, voilà, elle les remplissait, et elle les cuisait comme ça, et elle les mettait au congélateur, on les mangeait encore en octobre, en novembre, en décembre, et mais vraiment, c'est un goût que j'avais beaucoup de mal à retrouver. Et un jour, pour un magazine, je ne sais plus pour quel magazine, non, je ne sais plus, je me souviens plus du magazine, on m'a demandé la même question que vous, mais on m'a demandé de le faire. Ah, génial! Je l'ai fait. J'aurais adoré pouvoir vous le faire faire. Voilà, mais écoutez, moi aussi, ça aurait été avec grand plaisir. Et du coup, je l'ai fait, plusieurs recherches, et je suis arrivé... Vous l'avez retrouvé? Allez, à 95%. Oh, c'est pas mal. Aujourd'hui, qu'est-ce qui définit la cuisine que vous proposez? S'il y a des marqueurs importants, qu'est-ce qui aujourd'hui est la cuisine qui vous plaît, en tout cas? Alors, la cuisine qui me plaît, déjà, je vais vous dire la mienne, mais bon, c'est celle de tous les jours, en fait. C'est la cuisine de tous les jours. Quand je dis la cuisine de tous les jours, c'est ce que j'expliquais il n'y a pas très longtemps. J'ai une ligne directrice, qui est le produit, l'assaisonnement, la cuisson. Quand on a compris ça, en général, on cuisine pas trop mal. Hein. Voilà, et après, si on a un peu de talent, on arrive à mettre 2-3 petites choses en plus, mais voilà, c'est vraiment la ligne directrice de ma cuisine, ça et la saisonnalité. C'est-à-dire que vous n'allez pas retrouver des asperges vertes au mois de décembre chez moi ou des fraises. Noël. Voilà, et puis et vous n'allez pas retrouver de la truffe au mois de juillet. Et pourtant, on nous en propose. Voilà. Mais le truc, c'est voilà, on suit les saisonnalités. Et donc derrière, il y a un engagement de votre part? Oui, il y a un engagement parce que je fais travailler tous les fournisseurs, enfin tous les petits producteurs. C'est génial, c'est vous qui choisissez vos producteurs? Ah oui, complètement. Okay. Et par Rungis, parce qu'il y a aussi des petits producteurs qui viennent à Rungis. Bien sûr. Mais aussi parce que à l'occasion de voyages, de balades, vous les rencontrez. Voilà, on les rencontre, on goûte avec eux sur place et on sait que quand on goûte un produit sur place, il n'aura pas le même goût à Paris, il n'aura pas le même goût dans sa cuisine. Vous savez, quand vous mangez une salade ou une tomate qui vient d'être cueillie et que vous la mangez tout de suite, ça, même s'il y a que 2 jours ou 3 jours entre les... Oui, parce qu'on privilégie aussi évidemment les circuits courts, j'imagine. Oui, j'essaie de privilégier les circuits courts. Alors, c'est pas toujours le cas, on va pas se voiler la face. Et c'est pas toujours possible aussi. Et c'est pas toujours possible, voilà. Et on fait aussi des fruits exotiques, et ça c'est vrai que les circuits sont un peu moins courts, on va pas se voiler la face en hiver. Mais quand on peut essayer en été sur tout ce qui est les salades, les petits légumes, même de plus en plus aujourd'hui sur la viande, on essaie de travailler avec un boucher qui est dans le Vexin. Donc voilà, on essaie de réduire les circuits, et puis surtout, ce qu'on essaie, c'est qu'il faut que tout le monde gagne sa vie. Donc c'est important. La rémunération de chacun, la rémunération juste, évidemment. Voilà. Et parce que c'est toujours le même qui paye à la fin, c'est toujours le même c'est le consommateur qui paye, mais ce qui est bien, c'est que le producteur vive de son travail. Quand on parle de vous, on parle de cuisine bistronomique. Moi, je trouve que c'est un terme qui veut tout et rien dire. Ouais. Ça veut dire quoi aujourd'hui, pour vous en tout cas? Moi, je dirais pas que ça veut tout dire et rien dire, parce qu'en fait, la personne qui a inventé ce terme de bistronomie, c'était Sébastien de Morand. Oui, mais aujourd'hui, on parle de plein de restaurants en disant qu'ils sont bistronomiques. Et des fois, c'est plus vrai. Alors, pour le coup, le premier restaurant à avoir été appelé restaurant bistronomique, c'est la Régalade dans le 14e. Ah, et c'était pas moi, à l'époque, c'était Yves Condebord, avec qui j'ai racheté la Régalade en 2004. Et c'est Sébastien, quand il allait souvent déjeuner et dîner chez Yves à la Régalade, qui est après chez moi, qui est devenu chez moi, était vraiment le terme bistronomique. Effectivement, aujourd'hui, tout le monde l'utilisait. J'ai même vu des fast-food utiliser le terme bistronomique. Mais en fait aujourd'hui, ce qui est bien, c'est de se dire, je suis un restaurant. Et puis on essaie de faire à manger et de faire plaisir aux gens. J'adore l'idée. Et puis surtout, de faire venir les gens, mais surtout de les faire revenir. Parce que s'ils viennent une fois mais qu'ils disent, ouais bon, ça sert à rien, on est venu. On est passé à côté. On est passé à côté. L'objectif, c'est de faire venir et de faire revenir les gens. Alors par exemple, qu'est-ce qu'il y a à la carte en ce moment à la Régalade? À la Régalade, c'est vrai, on l'a mis ce midi à la carte, vous voyez, parce que c'est les premiers haricots verts du Val-de-Loire qui arrivent. La température aidant, on a fait une grosse salade d'haricots verts à la coriandre noisette. Ça, c'est un des plats de la carte d'aujourd'hui. On a
mis avant-hier, la rascasse. C'est une rascasse qu'on snack. Moi aussi, c'est un poisson qui est très ignoré et qui est très très peu connu. Injustement aimé. Voilà, injustement. C'est vrai qu'il n'est pas très beau quand on regarde. Non, c'est pas hyper joli, mais c'est délicieux. Mais c'est délicieux. Et dessus, on le cuit comme ça, on le sert avec des premières aubergines confites, un petit peu d'épinards, et on fait une sauce vierge avec des tomates cerises qui viennent d'Île-de-France, du basilic, des oignons cébettes, un peu de l'isonoir de Kalamata. C'est très très frais, voilà, et super coloré. Et voilà, ça y est, j'ai faim. Et ben voilà, venez, vous êtes la bienvenue. Alors, ce qui est génial, c'est que vous nous avez parlé de produits de saison, de circuits courts. Vous nous avez dit que ce qui était important, c'est de partir d'un bon produit, de savoir maîtriser la cuisson, des choses finalement qui peuvent être assez simples pour le commun des mortels. Est-ce que c'est des choses qu'on doit s'appliquer à la maison? Alors, sur le produit, j'en suis intimement convaincu. L'assaisonnement, oui. Après, moi, il y a tellement de gens autour de moi qui cuisinent en se disant c'est vrai que chez toi on rajoute jamais de sel. Oui, mais déjà mettez-en un tout petit peu au départ déjà. Voilà, quand on cuit des haricots verts, il faut une eau fortement salée. Quand on cuit un morceau de cabillaud ou un morceau de poisson, et c'est comme ça qu'on arrive à toucher l'assaisonnement parfait juste. Voilà, exactement. Et c'est surtout important de le faire dès le départ. Et ça se fait dans un restaurant, mais ça se fait aussi à la maison. En tout cas, on essaye de se l'appliquer. Voilà. Vous avez également sorti un livre audacieux, vous avez dû vous faire quelques ennemis, notamment du côté des véganes. Cuisiner la viande sauvage. Ouais, alors ça, c'est le deuxième, parce que le premier, j'ai même pris des lettres anonymes et des menaces. Je le dis avec beaucoup d'humour, mais... Oui, mais c'est pas faux. Mais c'est pas faux. Non, mais quand je vous dis j'ai pris des lettres de menaces, j'ai vraiment pris des lettres de menaces. Ça, c'est moins drôle. C'était moins drôle, ça m'a même fait assez peur à mon personnel à l'époque. Et celui-ci, on l'a sorti effectivement au mois d'octobre. C'est en collaboration avec la maison Nemrod, qui sont des récolteurs de viande de gibier, parce que les gibiers ne savent pas quoi, les chasseurs tels qu'ils sont ne savent pas quoi faire souvent tous, au moins de leur viande de gibier. Alors en Alsace, c'est pas le problème, mais vous allez en Sologne, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gibier, on ne sait pas trop quoi en faire. Donc plutôt que de le donner à Pierre, Paul, Jacques, et souvent ça finit au fond d'un congélateur, et souvent ça finit à la poubelle. Là, ils ont créé une petite boîte qui s'appelle Nemrod, et en fait, ils vont collecter la viande de gibier, principalement de gros gibier, et derrière, elle est redistribuée sous forme de viande découpée, sous forme transformée en terrine. Et vous nous apprenez à la cuisiner, parce que c'est pas toujours évident. Voilà. Et moi, c'est surtout, voilà, sur ce livre, ce que j'ai voulu faire, c'est, je veux juste faire comprendre aux gens, et ça, c'est ce que je fais aussi à la Régalade, c'est que la viande de gibier, c'est pas de la viande forte. Faut arrêter, c'est complètement faux. C'est dans notre imaginaire collectif. La caméra, elle est juste là. Voilà, ce n'est pas fort la viande de gibier. La viande de gibier, c'est fort si vous la laissez pourrir dans votre frigo, mais comme un morceau de bœuf, un morceau de poulet ou un morceau de veau. La viande de gibier, quand c'est travaillé dans les bonnes conditions, dans les bons termes et dans le bon timing, ce n'est pas fort. À part, forcément, si on prend du lièvre ou et le lapin de Garenne, qui sont des viandes un peu fortes. Mais vous prenez du chevreuil, vous prenez du sanglier, vous prenez du cerf, de la biche, ce ne sont pas des viandes fortes. Il faut juste savoir comment le cuisiner. Voilà. Comment... Et nous, on a essayé de faire un truc un peu marrant en faisant des kebabs, en faisant des steaks hachés, pour en faire manger aux enfants. Et moi, j'ai plein de potes d'enfants, de potes chasseurs qui mangent de la viande de gibier tous les jours, mais comme ils mangent un steak haché de bœuf qui vient de chez le boucher. Ça dépend de la manière dont c'est cuisiné, évidemment. Tout à fait. De plus en plus de chefs parlent du monde difficile qu'est celui de la restauration, la réalité de certaines cuisines. Est-ce que c'est une réalité que vous avez côtoyée, que vous connaissez, et comment est-ce qu'on peut progresser, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que la cuisine, que la gastronomie, ça ne soit que du bonheur ? Mais chez moi, ce n'est que du bonheur. Enfin, il n'y a pas c'est pas de la démagogie. Hein. C'est comme ça que vous voyez la cuisine. C'est comme ça que je vois la cuisine. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai une quarantaine d'employés, entre 40 et 50 employés sur les deux maisons. Ils me l'ont encore bien prouvé cette semaine parce qu'on a fait un repas de personnel. Oh, j'adore les repas de personnel. Chez moi, dans ma campagne, avec avec un de mes restaurants. L'autre restaurant. Est-ce que chacun cuisine quelque chose ? Non, c'est moi qui cuisine. C'est vous qui cuisinez tout ? C'est moi et je vous promets que j'ai cuisiné que pour eux. Et quand je reçois les messages et les sourires derrière, ils sont arrivés à midi. Ils ne devaient pas tous partir entre 7h30 et 8h parce que le transport fait que. Les derniers sont partis à minuit et demi. Mais en fait, il y a juste un moment donné, on fait un métier où il faut juste être normal comme on est dans la vie. C'est-à-dire que vous êtes gentil, si vous êtes gentil et avec une certaine rigueur, il n'y a pas de problème. Mais je pense qu'un médecin, dans votre métier, il y a une rigueur, un médecin a une rigueur, un chef de cuisine a une rigueur. La rigueur, ça ne veut pas dire être con, ça ne veut pas dire être débile, taper sur les gens. Moi, je vois les choses sur les réseaux. Là, il y a une nana sur les réseaux en ce moment qui commente la vie de cuisine. Elle a 34 ou 35 ans. Je pense qu'elle n'a jamais mis les pieds dans une cuisine. Enfin, du moins, pas dans la mienne, ça c'est sûr. Où elle dit que on pique les gens avec des fourchettes. Peut-être que c'est arrivé. Peut-être que ça existe, mais en tout cas pas chez vous. Pas chez nous. Et sincèrement, et dans mon entourage, j'ai quand même beaucoup de chefs de cuisine. Et ces gens-là, je les vois pas faire ça et je sais qu'ils ne le font pas. Et vous savez, moi, une assiette où je sais que derrière ça se passe bien en cuisine, je l'apprécie d'autant plus. Mais voilà, merci. C'est ça le plaisir d'être autour de la table aussi. Et je pense que les restaurants sont suffisamment pleins aujourd'hui, même s'il y a des difficultés ou que ce soit, mais les restaurants sont suffisamment pleins aujourd'hui et que les gens sont suffisamment intelligents pour comprendre que dans les restaurants, on ne tape pas sur la tête des gens, on ne les exploite pas tous.
Et on se quitte là-dessus, Bruno Doucet, et on vous invite évidemment à aller découvrir la cuisine de Bruno Doucet dans ses établissements. Un grand merci d'être venu nous en parler sur le plateau de Bienvenue en Ile-de-France. À très bientôt. À très bientôt. Demain, vous retrouvez Damien Canivès dans Bienvenue en Ile-de-France. Et en attendant, je vous souhaite une excellente soirée.